Allez, une anecdote. Allez, une anecdote. Inédite. Konnichiwa minasan, je suis Pascal Alex Vincent, je suis cinéaste, j'enseigne également l'histoire du cinéma japonais à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Un vendredi soir, c'est dur ça, parce que j'y suis allé tellement de fois en plus. Ce qui m'a le plus marqué au Japon, très certainement, c'est la fluidité dans les villes. C'est-à-dire que c'est un pays qui peut être très urbain, et toutes les villes sont essentiellement concentrées sur le bord de l'île. Et il y a cette idée que ce sont des villes extrêmement peuplées, mais qui restent très très fluides. Et ça rend la vie urbaine plutôt agréable. C'est un des pays qui a extrêmement pensé la notion de fluidité. Le problème du Japon, c'est que c'est un pays composé essentiellement de montagnes inhabitables, 75% de montagnes inhabitables, et ce qui fait que les habitants sont sur les bords de l'île et ils sont donc un peu les uns sur les autres, et donc il a fallu penser comment vivre ensemble dans les villes, et c'est pensé de manière souvent très astucieuse, et c'est vraiment le pays de la fluidité. Mon meilleur moment au Japon, c'est quand j'ai été invité sur le tournage du Voyage de Chihiro. Il y a un petit moment déjà, alors j'y suis pas resté très longtemps, mais voilà, c'était un moment fort de voir ce studio qui travaillait comme des artisans. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une conception industrielle du cinéma, mais dans une conception plutôt artisanale. Et il y avait quelque chose de très serein, de très paisible à Ghibli. De voir travailler ces gens, c'était... Je précise que je ne suis pas du tout animateur et je n'ai absolument pas participé à ce film, mais voilà, j'ai été invité à venir voir et c'était un grand moment. Ça, c'est intéressant. Mon pire moment au Japon, il se trouve que j'ai absolument pas le sens de l'orientation et que je sais très très mal lire le japonais. Je me suis perdu plus d'une fois et ça, j'aime pas, je me sens souvent vulnérable quand je suis perdu en ville, mais il y a toujours évidemment quelqu'un pour vous aider à Tokyo ou ailleurs. C'est ça qui est merveilleux au Japon, c'est que vous êtes perdu, mais vous n'êtes jamais vraiment perdu puisque les gens sont toujours là pour vous donner un coup de main. La première fois que j'ai été mis devant quelque chose qui venait du Japon, c'était du cinéma déjà, quand j'étais étudiant en cinéma, et donc j'ai vu des films japonais quand j'étais étudiant en cinéma et ça m'a beaucoup plu. Au sortir de mes études, j'ai intégré une société au début des années 90 dont la vocation était de distribuer le cinéma japonais en France. Et donc c'est dans ces circonstances que j'ai été amené à aller très très souvent au Japon, et c'est en voyant les films, l'histoire du cinéma japonais, que j'ai appris à connaître et à aimer le Japon. C'est-à-dire que ma connaissance du Japon est d'abord passée par ma connaissance du cinéma japonais. J'avais une vision totalement formatée et en tout cas envisagée par le prisme du cinéma. J'ai pas vraiment eu de choc en allant au Japon, mais j'ai constaté que cette idée de japonais qui serait particulièrement poli, à l'heure, ordonné, articulé, etc., c'était peut-être un peu un cliché. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, en tout cas mes correspondants japonais, les gens avec qui j'ai travaillé là-bas, j'ai même tourné un film là-bas, peuvent être tout à fait aussi bordéliques que des Français finalement. Voilà, c'est-à-dire que le chaos peut aussi être une notion japonaise, contrairement à ce qu'on peut croire. Tous ceux qui aiment le Japon, mais qui aiment en particulier le cinéma japonais, moi il y a un endroit que j'aime beaucoup, qui est très accessible, qui est le National Film Archive à Tokyo, qui est dans le quartier de Ginza, qui est un peu l'équivalent de la Cinémathèque française, et ils ont un très beau musée qui est également en anglais, où les commentaires et les légendes des photos sont en anglais, donc c'est très accessible. Par ailleurs, ils ont du personnel qui parle français, et vous avez comme ça une visite très sympa à faire, qui couvre toute l'histoire du cinéma japonais, en images, en photos et en extraits. Et ça, je trouve que voilà, c'est pas forcément l'endroit le plus évident quand on va visiter Tokyo, et pourtant c'est un des endroits les plus agréables de Ginza, et ça nous permet de voyager à travers tout le cinéma japonais, des chefs-d'œuvre du muet des années 20 jusqu'aux animés de Miyazaki et Takahata. Est-ce que je pourrais vivre au Japon? Non, je ne pense pas. D'abord parce que j'aime beaucoup la France, et puis parce qu'il y a peut-être une pression sociale très forte. C'est aussi le pays du concours, c'est un cliché, mais c'est le pays du concours. Voilà, qui a cette idée de réussite et d'être le premier. Alors moi, je suis peut-être beaucoup plus latin dans ce sens-là. J'aime bien procrastiner, rêver et passer un peu de temps à rien faire. Je me mets pas vraiment de pression sur rien. Voilà, ça me va d'habiter la France. En l'occurrence, moi, je suis même pas parisien, hein. Je suis charentais, donc voilà, j'aime bien être en Charente. Mon lieu préféré au Japon, c'est Okinawa. C'est au sud, c'est un peu l'équivalent de la Corse au Japon. Hein, ils ont leur propre dialecte ou leur propre langue. C'est un peu le paradis sur Terre. Voilà, c'est un endroit voilà, où on peut faire de la plongée sous-marine. Moi, j'adore ça. C'est un endroit avec une douceur de vivre incroyable. C'est à la fois très japonais et à la fois, il y a ce côté un peu exotique, même quand on est japonais. Même pour les yeux des Japonais, Okinawa peut être un endroit un peu exotique, qui a une histoire en plus très compliquée. Voilà, c'est un endroit un peu turbulent, Okinawa, mais c'est vraiment un endroit magnifique.
j'adore manger au Japon, c'est le shabu shabu. Bon, alors c'est un plat d'origine coréenne, je crois, et c'est une sorte de fondue japonaise à partager entre amis. C'est un plat très convivial qu'on mange à plusieurs. Hein, voilà. On fait tremper des choses dans une casserole, toutes sortes de choses, et on peut trouver ça dans n'importe quel izakaya. C'est-à-dire le shabu shabu, c'est le plat à manger entre amis. Mon manga préféré, c'est un manga court en fait, qui ne comporte que 2 volumes, qui s'appelle Opus de Satoshi Kon, qui est vraiment un manga assez incroyable. Alors c'est un manga pour adultes, hein, mais c'est un manga qui commente le fait d'être mangaka. C'est-à-dire que c'est un manga sur l'art d'être mangaka. C'est l'histoire d'un mangaka qui est absorbé littéralement par l'histoire qu'il est en train d'écrire. Voilà, c'est tout l'art de Satoshi Kon, qui est à la fois le mangaka et le cinéaste de la mise en abîme. Mon animé préféré, c'est un animé qui est sorti au cinéma, un animé conçu pour le cinéma qui s'appelle Ame et Yuki, les enfants loups, que je trouve absolument magnifique, de Mamoru Hosoda, et c'est vraiment un film qui me bouleverse à chaque fois sur l'identité et sur la notion même de faire un choix, hein, puisque voilà, ce sont des enfants qui sont à moitié hommes, à moitié loups, et ce sont des enfants qui sont confrontés à la problématique de faire un choix et qui vont devoir faire ce choix-là, et le film est vraiment bouleversant. Sur moi, je joue pas aux jeux vidéo, je suis désolé, je suis au mauvais endroit pour dire ça, j'imagine. Mais à part Space Invaders ou Pac-Man, voilà, je joue pas aux jeux vidéo. On parlait d'Okinawa tout à l'heure, il y a une artiste J-pop que j'aime bien, alors qui est plutôt associée au début des années 2000, hein, donc ça va tellement vite, hein, il y a un tel turnover dans les artistes de J-pop qu'elle va peut-être paraître ringarde à certains, même si elle continue de remplir de grosses salles. C'est Namie Amuro, voilà, qui vient d'Okinawa, très talentueuse chanteuse voilà, de J-pop et que j'aime beaucoup. C'était mon travail, mon métier pendant 12 ans de voir des films japonais, donc allez, si ça y est. Mes 3 films japonais préférés sont 3 films très différents, d'époques très différentes, d'esthétiques très différentes. J'aime beaucoup Perfect Blue de Satoshi Kon. Alors pour moi, c'est un chef-d'œuvre, voilà. J'aime beaucoup une série B de la Nikkatsu totalement folle qui s'appelle Les Tueuses au collant noir, un film de 1966 de Yasuhiro Hasebe avec des tueuses ninja qui affrontent leurs adversaires à coups de 45 tours qui servent d'armes et de chewing-gum crachés si fort qu'ils tuent les adversaires. Voilà, Les Tueuses au collant noir, un film très pop d'un disciple de Seijun Suzuki, un film des années 60, voilà. Et puis un film qu'on a pu découvrir en salle tout récemment, qui est un chef-d'œuvre, osons le dire, un film de 1969 qui s'appelle Les Funérailles des Roses de Toshio Matsumoto, qui est un cinéaste qui vient du cinéma expérimental et qui est le film qui a très manifestement influencé Stanley Kubrick pour son Orange Mécanique, puisqu'il a piqué énormément d'idées, et ça raconte les tribulations d'une bande de drag queens dans la nuit tokyoïte, dans le quartier de Shinjuku à la fin des années 60, un film extrêmement scandaleux, un film transgressif, un peu kaléidoscope avec tous les supports, tous les genres, on rit, on a peur, c'est un film toujours surprenant. Les Funérailles des Roses, 1969, Toshio Matsumoto, voilà. Moi, il y a 2 cinéastes japonais que j'aime particulièrement. Il y a évidemment donc, Satoshi Kon qui a disparu prématurément, hein, qui n'a fait que 4 longs métrages pour le cinéma, une série pour la télé et une poignée de manga. Donc c'est vraiment un cinéaste à la fois visionnaire, un cinéaste qui, en termes de mise en scène, a proposé des choses absolument inouïes. Hein, comment raconter une histoire en termes de dramaturgie. Enfin, il a vraiment fait des choses tout à fait étonnantes. Donc Satoshi Kon, un des rois de l'animation au Japon, hein, donc un cinéaste qui a essentiellement travaillé à la fin des années 90 et début des années 2000. Du côté du cinéma japonais plus classique, un cinéaste des années 60 qui s'appelle Seijun Suzuki, qui a fait essentiellement des films de yakuza, des films de gangsters, mais qu'il a totalement dynamité, c'est-à-dire qu'il a d'une certaine façon un peu brocardé, un peu malmené, c'est-à-dire qu'il a fait des films de gangsters mais un peu abstraits, un peu pop, avec des couleurs qui changent à vue d'œil, avec des chansons, avec des décors un peu curieux, étonnants, baroques. C'est vraiment un cinéaste baroque, et Suzuki qui a essentiellement travaillé dans les années 50-60, c'est vraiment un des grands cinéastes modernes de l'histoire du cinéma japonais. C'est-à-dire qu'il a pris un genre classique qu'il a rendu moderne, et j'aime beaucoup ça. En 2001, il y a une comédie japonaise que j'avais adorée qui s'appelle Water Boys. C'est l'histoire de mauvais élèves dans un lycée. C'est un peu les racailles du lycée, ils n'y arrivent pas, ils sont beaux à rien, etc. Mais ils vont s'en sortir en décidant de monter un spectacle de natation synchronisée. Ça raconte l'histoire de toute une bande comme ça de losers, mais qui vont se retrouver en s'entraînant à faire la natation synchronisée, notamment en étant entraînés dans un premier temps par une jeune femme de tempérament, voilà, et puis après par un vieux maître nageur à la retraite. Voilà. Je trouve que ce serait intéressant d'en faire un remake français. Il
Il y a un film japonais de 2018 que j'aime beaucoup qui s'appelle Ne coupez pas. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une équipe de tournage qui doit tourner un film de zombies, mais qui a par ailleurs ce challenge qui est que le film de zombies va être diffusé en direct à la télévision. Le tournage finit par les dépasser, c'est-à-dire que c'est un film de zombies dont le tournage devient plus cauchemardesque qu'une histoire de zombies. C'est une comédie et c'est très très drôle, et c'est par ailleurs un film qui est une déclaration d'amour à l'acte de faire un film. Il y a tellement d'idées, il y a une telle énergie sur l'idée de faire un film, puis c'est très drôle, c'est une comédie de zombies, c'est assez drôle. Ils finissent par se faire attaquer par de vrais zombies, enfin c'est ça qui est drôle. Mais il faut le voir dans une salle pleine qui rigole, il faut le voir dans une salle pleine de public japonais. Quand je suis nostalgique du Japon, il n'y a rien de mieux que de se rendre dans une pâtisserie japonaise, comme par exemple Aki, la grande pâtisserie japonaise parisienne dans le quartier d'Opéra. Et là, on peut y acheter des éclairs, mais pas des éclairs au chocolat, des éclairs au thé vert. Et ça, il faut absolument goûter ça. C'est pas vraiment d'anecdote, mais il y a quelques années, j'ai tourné pour la télévision française un documentaire sur Miwa Akihiro, qui était dans les années 60-70 la chanteuse et l'actrice préférée des Japonais. Cette Miwa Akihiro, moi j'étais assez fan. En France, on la connaît pour assez peu de choses. Elle a fait la voix de la louve dans Princesse Mononoke. Elle a fait la voix de la mamie dans Le Château Ambulant. Elle est très âgée aujourd'hui. C'est une diva à l'ancienne, notre Marlène Dietrich et la Castafiore, voilà. Et cette Miwa, j'ai eu beaucoup de mal à la rencontrer. C'est difficile de l'approcher, hein. C'est vraiment une très grande célébrité au Japon. Et moi, c'est un personnage absolument fascinant parce qu'elle est l'une des actrices et l'une des chanteuses préférées des Japonais depuis la fin des années 50. Elle est vraiment l'incarnation de sorte de féminité absolue aux yeux des Japonais, sauf que c'est un homme. J'ai eu envie de lui consacrer un documentaire qui avait beaucoup été commenté quand il a été diffusé à la télévision il y a quelques années, qui est disponible en DVD et qui, voilà, c'est un de mes grands souvenirs de ce que j'ai fait au Japon, c'est d'avoir passé une semaine avec elle dans son château. Et c'est un demi-siècle de l'histoire du Japon raconté par une personne transgenre. C'est absolument fascinant, qui a fréquenté tous les grands artistes, qui est une proche de Miyazaki, une proche de Kitano, et qui est un réservoir à anecdotes, mais parce que voilà, elle a plus de 80 ans. Et elle a beaucoup de choses à raconter, mais voilà, c'est une personnalité transgenre par ailleurs très attachante. J'ai travaillé récemment avec un auteur japonais, Tomoya Endo, qui lui est spécialiste de la diffusion de la culture française au Japon, qui a énormément d'anecdotes sur qui est in et qui est out au Japon. Et il y a toujours ces rumeurs de chanteuses françaises qu'on ne verrait plus en France, c'est parce qu'elles ont des tournées au Japon. Voilà. Et lui me dit, mais non, attention, il est temps de faire un fact-checking et de voir qui est vraiment in et qui est vraiment out au Japon. Voilà. Et par exemple, quand Mireille Mathieu nous dit qu'elle est une star au Japon, c'est faux, on ne trouve pas vraiment ces disques. Mais par contre, il y a une anecdote assez étonnante, c'est que dans les années 60, les Japonais ont fait beaucoup d'efforts pour importer Johnny Hallyday, et ça n'a pas pris. Les Japonais trouvaient Johnny d'une ringardise absolue. Mais par contre, ils ont adoré la personne qui était avec lui, qui est Sylvie Vartan, qui est devenue une énorme star au Japon, qu'elle est toujours. Je précise que d'ailleurs, le ballet final de Waterboys, la chorégraphie aquatique de la célèbre comédie Waterboys, est sur une chanson de Sylvie Vartan, en français dans le texte. Voilà. Les Japonais n'ont pas adhéré à Johnny, mais se sont tout de suite précipités sur Sylvie Vartan. C'est étonnant, voilà, comme histoire. Allez, je vous en fais une petite dernière. Une des plus grandes stars françaises au Japon de tous les temps, c'est Juliette Gréco. Tous les Japonais connaissent Juliette Gréco, mais elle a un côté un peu japonais, elle a un côté un peu même fantôme japonais, hein, de silhouette, un peu de sylphide, comme ça, comme dans Albator. Juliette Gréco, c'est vraiment une des personnalités japonaises les plus aimées du Japon. Et j'ai un ami qui est vendeur à la Fnac qui me dit que dès qu'il voit arriver des Japonais à la Fnac, ils vont demander Juliette Gréco. Voilà, c'est vraiment une personnalité que le public japonais aime beaucoup. J'ai sorti fin 2018 un coffret qui s'appelle L'âge d'or du cinéma japonais, une sorte d'anthologie du cinéma japonais. Là, c'est le volume 2 consacré aux grandes stars de l'histoire du cinéma japonais. Et il y en avait beaucoup, hein, parce que le cinéma japonais, le studio, a produit autant de stars que le cinéma hollywoodien, donc il y a l'équivalent de John Wayne ou Marilyn Monroe au Japon. Hein. J'ai sorti ce coffret qui est une sorte de dictionnaire avec beaucoup de photos de grandes stars de l'histoire du cinéma japonais, et c'est accompagné d'une poignée de DVD de films que j'aime bien. Et c'est le volume 2, voilà, de mon histoire du cinéma japonais. Longue vie à Tanuki no Terebi et Mata, à bientôt. Abonne-toi à Tanuki no